Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les jeudis de la formation. Axel Kahn, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors en cherchant les mots pour vous présenter, la formule ambassadeur du savoir scientifique est celle qui m'est venue spontanément à l'idée. On connaît en effet le généticien de réputation mondiale, le féru d'éthique consulté régulièrement par les plus hautes instances, le marcheur, dans le sens amoureux de la marche, passionné, et l'essayiste de talent. Mais aussi, et c'est la raison de notre présence aujourd'hui, le nouveau président de la Ligue nationale contre le cancer. Alors la Ligue, comme on l'appelle familièrement, parce qu'elle fait partie du paysage médical depuis 1918, est la seule association qui lutte sur tous les fronts de cette maladie, partout en France, grâce à ses 14 000 bénévoles et à travers ses 103 comités départementaux. Et comme le monde de la santé change avec la notion de ce que l'on appelle la médecine intégrative ou le patient autonome, la Ligue doit s'adapter et proposer de nouveaux défis. Alors aujourd'hui, on parle de médecine intégrative ou de patient autonome, une approche intégrée au plus proche de l'intelligence de la maladie, qui croise tout ce qui est connu, de la biologie de la tumeur, de son environnement, ainsi que de toutes les disciplines disponibles, intelligence artificielle, imagerie médicale, réalité virtuelle. Tout cela pour mieux définir une stratégie thérapeutique réellement adaptée au patient dans son individualité. C'est un peu, si je ne m'abuse, la synthèse de votre démarche personnelle? Disons que ça s'y intègre parfaitement bien. Mais dans la médecine intégrative, il y a aussi, et c'est très important pour ce qui est du cancer, tous les soins qui sont présentés comme des soins de support, ou bien parfois des soins de confort, mais qui mériteraient d'être considérés comme des soins eux aussi essentiels pour que la personne arrive à se tirer de ce très difficile parcours de soins dans lequel elles entrent dès que l'annonce a été faite d'un cancer. Alors est-ce que ça signifie qu'on doit donner une nouvelle feuille de route aux médecins ? De toute façon, il le sait qu'il a une nouvelle feuille de route, parce qu'une des grandes caractéristiques aujourd'hui de la prise en charge des cancéreux est une immense accélération de la transition de l'hôpital à la ville. Et par conséquent, dans un premier temps à la ville, ce sera bien aux médecins en dehors de l'hôpital d'intervenir. Le médecin à l'hôpital sait très bien qu'il devra s'intégrer dans un parcours qui, pour l'essentiel, se situera hors de l'hôpital. Ça, c'est un peu des vœux pieux, tels qu'on peut les avoir quand on est à la tête d'une ligue, mais sur le terrain, on va voir que ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Alors à mes côtés, le représentant de notre partenaire, le groupe Vive, le docteur Nicolas Leblanc, médecin de santé publique. Nicolas ? Bonjour Jean-François, bonjour Axel. Donc c'est un véritable plaisir de vous rencontrer une deuxième fois, Axel Kahn. Rappelons toutefois que, et je vais vous faire rougir car vous n'aimez pas ça, que vous êtes avec 250 000 visionnages, le recordman de l'émission. Vraiment merci à vous. Ce qui prouve que les médecins apprécient, et les médecins apprécient cette émission et la pathologie du cancer que nous allons aborder. Merci. Mais avec la Ligue, le chercheur a décidé d'aller résolument vers autre chose. Pourquoi relever ce défi maintenant ? En fait, ça ne s'est pas passé exactement comme cela. Le chercheur avait déjà décidé d'aller vers autre chose. Quand il a accepté d'être président d'une université, il ne faisait plus de recherche. Il est allé vers une espèce de don de soi afin de créer l'atmosphère particulière pour former des étudiants en médecine, mais également dans les autres disciplines. Et puis, lorsqu'il a abandonné tout ça pour devenir un marcheur, un écrivain, il est allé vers autre chose, c'est-à-dire la pleine maîtrise de sa liberté, telle que seule sa fantaisie le guide, sans aucun lien, aucune connexion, aucune hiérarchie au-dessus ou au-dessous de lui. Et puis là, encore un virage à 180 degrés, il a abandonné toute liberté au gré de sa fantaisie pour la liberté de l'engagement. Car l'engagement à la Ligue nationale contre le cancer est un engagement presque de tous les instants. Je dirais presque nuit et jour, presque évidemment sans aucun repos de week-end, presque sans aucun repos estival, tout simplement, et vous l'imaginez bien, parce que la maladie, elle ne se repose pas. Et les personnes, lorsque les autres personnes sont en vacances ou dorment, ces personnes continuent d'avoir le cancer. Et puis, malheureusement, quand il y a des personnes qui décèdent et qui ont donné quelque chose à la Ligue, il y a des gestes à faire. Et évidemment, elles ne s'arrêtent pas de léguer parce que ce sont les congés estivaux. Et donc, à la Ligue, on ne s'arrête jamais. Et vos activités ne vous manquent-elles pas ? Vos autres activités ? Moi, j'ai toujours dans ma vie eu plusieurs vies. J'ai toujours
aimé pratiquement les vies que j'avais. Oui, je crois. Et quand j'ai quitté ces vies antérieures, je ne les ai jamais regretté de les avoir vécues, mais je n'ai jamais regretté non plus de les avoir quittées. Et j'ai toujours aimé la nouvelle tranche dans laquelle je me trouvais. Maintenant, je suis dans une tranche qui est tout de même exceptionnelle, malgré le caractère inhumain peut-être du travail et de l'engagement. Je vais vous dire à tous les deux, Nicolas, Jean-François, pourquoi c'est exceptionnel. C'est que vous savez bien, dans une vie, il est rare d'avoir un engagement totalement incontestable. Or, à la Ligue, le cancer, je suis contre, mais qui peut être pour? Cet engagement, il est incontestable. Les personnes malades du cancer, atteintes du cancer, je suis pour et à leur côté, mais qui peut être contre? Et par conséquent, certes nuit et jour, certes de tous les instants, mais pour un combat totalement incontestable. Vous ne pouvez pas imaginer combien cela, d'une certaine manière, console de tous les efforts consentis. En tous les cas, je suppose que tous ceux qui nous regardent constatent que ça vous va très bien et que vous avez une énergie, j'allais dire même supérieure de la dernière fois, et je ne pensais pas que c'était possible. En tous les cas, c'est bien. Alors, on va revenir sur le cancer, on va oublier l'homme. On a l'impression que depuis 1918 et la recherche quand même financée, bon, on n'a plus grand-chose à trouver dans les thérapeutiques. On a la radiothérapie, on a les médicaments, on a la chirurgie. Il y a encore des choses à trouver, oui, vous direz quoi? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'on n'est pas plutôt en train d'essayer d'améliorer l'efficacité de tout ça? Si, bah, évidemment. Mais on a toujours été en train d'améliorer l'efficacité. La chimiothérapie qui a complété par conséquent chirurgie, irradiation et chimiothérapie, vous vous le rappelez bien, elle date de 1947. Et après, d'une certaine manière, on avait les 3 outils fondamentaux et on n'a fait qu'améliorer. L'immunothérapie s'est surajoutée, vous avez raison, et est devenue à l'heure actuelle efficace. Mais arriver à améliorer, par exemple, passer de la chimiothérapie génotoxique classique, celle qui lèse l'ADN et tue les cellules du fait des lésions de l'ADN, celle qui a été découverte en 1947, qui sont au départ des dérivés de l'hypérite. Vous connaissez l'histoire de la découverte de la chimiothérapie qui est extraordinaire. Lorsqu'on est passé aux thérapies ciblées, c'est-à-dire aux médicaments qui sont directement dirigés contre la molécule dont la mutation génique entraîne un fonctionnement anormal, responsable de l'avantage prolifératif et invasif de la cellule. Et on est toujours dans la chimiothérapie, mais c'est une amélioration qui est révolutionnaire. Mais alors, les chiffres évoluent énormément sur l'épidémiologie du cancer. C'est la première cause de mortalité, me semble-t-il. La première maladie est la première cause de mortalité. Et ça le restera. Et ça le restera. Pendant longtemps, la première maladie, oui. J'espère que ça ne sera plus la première cause de mortalité parce que, je vais le dire, mes collègues le savent, on ne peut pas imaginer un monde sans cancer. L'idée que l'on va vaincre le cancer n'est pas possible. Le cancer, il appartient à la vie. C'est pas ça. Il appartient à la vie. Je vais vous dire un peu par provocation, lorsque la première cellule vivante qui est apparue sur Terre, il y a 3,8 milliards d'années, s'est mise à subir des mutations et à donner des descendants avec des propriétés différentes. Certaines de ces cellules avaient un avantage d'invasion, de prolifération. Au niveau d'un corps, de toutes les cellules d'un corps, c'est ça l'origine du cancer. Et donc, l'origine fondamentale du cancer est profondément intriquée à la vie, c'est-à-dire à la sélection naturelle. Mais la sélection naturelle d'une cellule dans notre corps, c'est le mécanisme d'apparition des cancers. Donc, c'est extraordinairement ancien. Cela dit, on va essayer de la vaincre de plus en plus souvent, cette maladie. Et on y arrive. Chez les enfants, par exemple, il y a encore beaucoup à faire, mais chez les enfants, quand j'étais petit, 85% des cancers des enfants étaient mortels dans les mois. Aujourd'hui, voilà. Pas uniquement quand vous étiez petit, quand vous avez commencé vos études de médecine. Quand j'étais petit médecin. Voilà, bon, d'accord. Mais dites-moi. Maintenant, il faut venir quand même. Maintenant, le premier cancer, en tout cas, on le guérit dans 83% des cas. Donc, faire du cancer d'une maladie chronique, déjà, c'est quelque chose. Le guérir, je ne dirais pas ça. Le guérir dans la grande majorité des cas, et quand on ne le guérit pas, effectivement, essayer de le chroniciser. Alors, vous êtes généticien. Moi, j'ai cherché la médecine intégrative. À quoi ça me faisait penser comme tactique? Je suis médecin déjà. Oui, mais je suis d'accord. Au départ, je suis médecin. J'ai commencé comme cancérologue et comme hématologiste. Mais la tactique
tactique stratégique de cette médecine intégrative, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à celle de la cellule cancéreuse qui s'est contournée, résistée, échappée au traitement. Ça doit vous plaire comme stratégie, ça. Mais de toute façon, il faut bien voir que le cancer, c'est ça qui fait sa caractéristique, est un épisode particulier de la lutte entre une vie agressive et une vie agressée. Nous sommes l'agressé dans cette affaire-là. Et la cellule cancéreuse est la vie agressive. Mais il faut se replonger dans la lecture de ce roman de Jules Verne, De la Terre à la Lune, où cet épisode vient d'un combat sans fin entre le fabricant de canons et le fabricant de cuirasses. Plus la cuirasse est développée, plus le canon est gros, et en permanence, ils évoluent. Il se passe exactement la même chose entre notre corps agressé et la cellule cancéreuse agressive. Ils s'adaptent en permanence l'un à l'autre, parce que c'est de la sélection naturelle. C'est de la lutte pour la vie, de vie contre vie. Et par conséquent, vous avez raison, c'est évidemment la gestion de la complexité du vivant qui est en cause. Alors cette stratégie qu'on pourrait appeler pierre par pierre, elle est en opposition sur ce que la médecine faisait auparavant, où tout était statistique. Là, on va aller vers des études de vraie vie. On change un peu de façon de raisonner avec cette... Oui, mais il ne faut pas mélanger deux points qui font que la médecine et que le parcours de soins est intégratif. Premièrement, la maladie en elle-même. La définition d'un cancer, c'est une maladie génétique, le plus souvent acquise d'une cellule, lui conférant un avantage, mais maladie génétique évolutive, c'est-à-dire que les modifications génétiques initiales qui créent l'invasivité et l'amélioration de la prolifération évoluent au fil des armes que l'on développe contre la maladie, de nouvelles mutations apparaissent et la cellule se modifie. Et donc, il y a en permanence cette coévolution de la vie agressée, la nôtre, et de la vie agressive. Et là, pour arriver à aborder cela, il faut, on va dire, une attaque intégrée. Je suis en train de lire un très bon bouquin d'un Anglais sur la guerre de 14-18 et j'en étais dans la bataille de la Marne. Mais c'est la bataille de la Marne, en quelque sorte. Et moi, je suis, voilà, il y a tel corps d'armée, mais on se positionne là. Mais c'est ça. Et il n'y a qu'une vision du champ de bataille, une vision large du champ de bataille, qui permet, comme Joffre en septembre 14, de remporter la victoire. Et aujourd'hui, on arrive à la remporter, mais parce qu'on a une bonne vision du champ de bataille. Et puis, il y a un autre niveau de l'intégration, voyez-vous, Jean-François, Nicolas. C'est que, je vous l'ai dit, c'est jamais une petite maladie, le cancer. C'est lourd, le traitement va durer pendant des mois, il va y avoir une surveillance pendant des années, il n'y a qu'au bout de 5 ans que l'on considère que les chances sont extrêmement bonnes. Donc il y a un parcours de soins. Et là, il faut que la personne soit totalement intégrée, en dehors de l'intégration du soin, dans la société, dans la vie. Car quel est le but de la Ligue du cancer? C'est que le plus souvent, évidemment, on arrive à obtenir la guérison physique, mais qu'en même temps, on ait une guérison sociologique, psychologique et professionnelle. Or ça, c'est pas toujours le cas. Mais d'un point de vue des traitements, même si l'approche doit être personnalisée, on dit que on dirait que 97% de la population atteinte de cancer est traitée par ce qui est démontré uniquement chez 3% des patients. Ça m'a mis par terre quand il m'a dit. Ce qui veut dire qu'on est loin encore des thérapies ciblées, des prises en charge thérapeutiques personnalisées. On en est où? Parce que c'est un souhait, ce que vous nous dites, c'est un souhait. Dans la réalité, on a l'impression que c'est un peu différent. Ça évolue. Aujourd'hui, la base du traitement idéal du cancer, après, il y a des difficultés matérielles, des difficultés financières. On est en plein dans l'actualité avec le mouvement dans les hôpitaux. Les généralistes sont perdus aussi. Voilà, idéalement. Il faudrait que la totalité des cancers subissent une étude de leur génome et une étude fine, non seulement des mutations génétiques, mais également des caractéristiques des autres cellules qui forment la tumeur. Les cellules immunitaires, les cellules infiltrantes, les fibroblastes, les cellules interstitielles, les macrophages, etc., etc. Et cela non seulement au moment du diagnostic,
Mais ensuite, tout simplement parce qu'il y a des rechutes qui font apparaître des cibles contre lesquelles on a des médicaments ciblés qui étaient inactifs au début. C'est une nouvelle... Et il faudrait faire ça. Évidemment, ça coûterait bien trop cher et même on n'a pas la possibilité. Donc on ne le fait pas. Mais l'idéal d'un traitement de cancer aujourd'hui, ça serait cela. Les cancérologues vous disent qu'on va de plus en plus vers ça quand même, de faire une carte qui soit plus précise. Alors, on a l'impression que la médecine met de l'ordre dans la vraie pratique, grâce à des choses comme ça. Il faut qu'on avance, parce que vous êtes passionnant, mais j'ai plein de choses à vous demander. Moi, je réponds à vos questions. Vous avez un rôle politique de représentation des patients, de l'alcool au tabac en passant, et vous n'avez pas peur de vous attaquer à des lobbies très puissants. Je vous ai encore entendu ce matin aller contre le jambon qui était coloré en rouge. Alors, c'est vaste quand même. Que vous y arrivez à vous battre contre tout cela, vous devez avoir des pressions. Oui, naturellement, il y a des pressions. Mais vous savez, la Ligue est une très grosse association. Voilà, c'est maintenant, après la Croix-Rouge française, dans le domaine de la santé, la plus riche, la plus puissante. Elle a 800 000 donateurs, elle a un budget de plus de 100 millions d'euros, 108 millions d'euros, et donc elle a une très très importante puissance. Son but, c'est évidemment d'améliorer le traitement, mais son but le plus important, c'est d'éviter les cancers évitables. Vous savez, 40% des cancers sont évitables. Et la meilleure manière que l'on aurait de lutter dans un premier temps contre le cancer, et évidemment d'éviter les cancers évitables, tout simplement parce qu'on sauverait 80 000 vies. Ça serait extraordinaire. 90 000 vies. Et vous vous rendez compte, ça serait... Bon, les cancers évitables, c'est avant tout dû au tabac, deuxièmement à l'alcool, et donc on lutte de toutes nos forces contre l'alcool, et même quand le gouvernement et le président de la République semble-t-il ne luttent pas contre l'alcool comme il le faudrait, nous, on prend nos responsabilités. Et puis il y a d'autres causes, l'obésité, la malbouffe en règle générale, c'est la troisième cause de cancer. La Ligue, elle fait son job, elle fait son boulot. Là, même la ministre de la Santé vous a un petit peu désavoué sur le jambon. Oui, alors, moi je désavoue la ministre de la Santé. Mais ça ne vous dérange pas, parce que la Ligue, vous êtes complètement indépendant, vous n'êtes pas nommé on est totalement indépendant. Vous n'êtes pas nommé par le ministère de la Santé, il faut le dire. On n'est pas. On est totalement indépendant. On n'a pas un centime du ministère de la Santé. On n'a pas un centime des pouvoirs publics. On travaille avec la générosité, simplement. En fait, tout ce que l'on dit, c'est ce qui nous semble reposer sur des racines, sur des bases robuste, scientifique. C'est-à-dire que quand je dis que les nitrites augmentent le risque de cancer colorectal, c'est parce qu'il n'y a strictement aucun problème. Les nitrites à pH acide au contact des amines provoquent nitrosinamine et fer nitrosylé, sont deux cancérigènes totalement avérés. On peut s'en passer, et donc nous sommes très logiques, puisqu'on peut s'en passer, il n'y a pas de raison d'autoriser des additifs alimentaires. C'est combien l'excès de risque sur les nitrites ? Comment ? Il y a combien l'excès de risque sur les nitrites ? C'est un peu difficile à dire. On apprécie en règle générale à 8 à 10% des cancers colorectaux qui seraient liés aux nitrites. Alors là, je suis au conditionnel. Que les deux produits, nitrosamine, fer nitrosylé, soient produits à pH acide à partir de la viande nitritée, c'est sûr. Que ce soit des cancérigènes, c'est sûr. Le nombre de surcroît de cancer que cela entraîne, c'est très difficile exactement à préciser. Si on reste à 8 à 10%, ça veut dire que 3000 à 3300 cancers colorectaux sont liés aux nitrites et que 1000 à 1200 morts par cancer colorectaux sont liés aux nitrites. C'est pas rien quand même. Par an, et en France. Vous avez eu l'élégance ce matin de signaler qu'il y avait un jambon blanc qui était... vous n'avez pas cité la marque, j'ai trouvé que c'était extrêmement élégant. Vous avez fait de la pub pour le jambon de Parme, ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour les... Oui, le jambon de Bayonne aussi. Ouais, ah bon, vous l'avez oublié. Vous avez dit jambon de Parme mais pas de Bayonne. Donc j'ai pas dit le jambon de Bayonne. Non. Que le jambon de Bayonne est en train de se dénitriter. Alors on va rétablir la vérité. Bon, le patient est au niveau au centre du système de soins. Ce message commence à passer auprès des médecins et faire partie des congrès internationaux, comme en témoigne l'entretien réalisé avec le professeur Gilles Freyer, oncologue au CHU Lyon, début octobre, au congrès européen de l'ESMO qui se tenait à Barcelone. Nous l'avons interrogé sur la réalité de ces nouveaux concepts dans la vie d'un grand service. Le point essentiel, c'est la complexité croissante des prises en charge, la complexité de la
complexification, toute la technologie qui est autour. Et jusqu'à il y a peut-être une vingtaine d'années, notre système de prise en charge était finalement relativement cloisonné. Depuis les examens de diagnostic que vous devez faire, des endoscopies, des examens radiologiques, puis la prise en charge par un chirurgien, puis éventuellement une chimiothérapie, etc. Tout ce petit monde-là se parlait, mais pas forcément de manière extrêmement intégrée, et surtout n'interagissait pas de manière optimale. Vous aviez des structures dans lesquelles on faisait de la chirurgie, un peu de chimiothérapie, des structures dans lesquelles l'oncologue de référence était le pneumologue ou le gastro-entérologue, dans d'autres endroits l'oncologue médical. Bref, il y a une espèce de dispersion, et le CHU de Lyon auquel j'appartiens est vraiment l'exemple assez emblématique à la fois de cette dispersion dans les spécialités et de la dispersion géographique. Et nous avons créé, pour remédier à ce problème parmi d'autres problèmes, un institut de cancérologie dont l'idée était fédérons sur le terrain, chaque fois que possible, toutes les compétences pour éviter la perte de temps, éviter les délais de prise en charge qui sont autant de pertes de chance pour les patients, et surtout, mettons à la disposition de tous les patients, qu'ils soient au nord, au sud, à l'est de l'agglomération lyonnaise, les mêmes moyens technologiques qui sont ceux d'un gros CHU, et notamment d'un CHU qui fait par exemple de l'immunothérapie avec les plateformes de biologie ou des thérapies ciblées. Et donc nous avons créé, outre un gros service d'oncologie médicale que j'ai le plaisir de diriger, des plateformes de soins qui sont aussi des plateformes décentralisées, des plateformes d'interaction entre les spécialistes d'organes et les oncologues médicaux, tout en les articulant ces plateformes avec une sorte de gouvernance intégrée, et en même temps en créant une structure spécifique dédiée à la recherche, de façon à ce que, au lieu d'ouvrir des essais thérapeutiques à la petite semaine dans tel ou tel endroit et inclure très peu de patients dans ces essais, nous ayons une structure trans-site qui permette de faire en sorte que, par un réseau finalement de compétences et de soins, un CHU garde ses forces, c'est-à-dire la présence de tous les spécialistes d'organes, la présence de la réanimation, de l'infectiologie, de la chirurgie de haut niveau, mais soigne ses faiblesses par rapport au centre anticancéreux, c'est-à-dire travaille à intégrer véritablement, à mettre en place toutes les compétences autour du malade dans une même structure de soins. Et j'ajouterais le développement de la coordination ville-hôpital, c'est-à-dire des plateformes de suivi à domicile, suivi des traitements oraux par exemple, avec un système qui s'appelle Oncoral chez nous, qui est à la fois du suivi d'observance, de toxicité et de l'éducation thérapeutique, mais aussi un suivi à domicile des malades qui ont reçu des traitements intraveineux dans la structure hospitalière. Et puis, avec un projet, enfin qui est plus qu'un projet, qui est une réalisation qui s'appelle aujourd'hui ImmuCare et qui est dédiée à l'immunothérapie, la possibilité d'avoir des objets connectés qui fonctionnent à domicile et où les patients rapportent les effets secondaires qu'ils peuvent ressentir. Et on sait que pour l'immunothérapie, la précocité du diagnostic de ces effets secondaires peut parfois sauver la vie des malades. C'est ça pratiquement le patient au centre du dispositif. Alors vous avez beaucoup parlé de thérapeutique médicale, vous n'avez pas parlé de ce qui peut aussi aujourd'hui devenir important pour le patient, la diététique, l'exercice physique, y compris l'assistante sociale. Vous avez parfaitement raison, c'est tout ce qu'on appelle l'environnement aujourd'hui. Et moi j'ai coutume de dire que aussi bien l'assistante sociale qui est dans mon service, ou les travailleurs sociaux en général, aussi bien la personne qui fait le ménage dans les chambres le matin, et je le dis vraiment sans aucune démagogie, participe à ce qu'on appelle le soin au sens général. Le rôle de l'assistante sociale est majeur pour, dans le parcours de soins, faire en sorte que les malades ne s'enquistent pas à l'hôpital, par exemple. Et puis, il y a, comme vous l'avez souligné, la diététique, l'activité physique adaptée, la psycho-oncologie. Alors, tous ces professionnels sont aujourd'hui dans nos services, et c'est la résultante des plans cancer. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous avons besoin aussi de ce qu'on appelle les centres de coordination en cancérologie, les 3C, avec des infirmières de coordination qui justement aident à la mise en relation de tous ces acteurs. Et tout cela, ça implique du financement. Et on sait que le financement du système de soins est complexe, qu'il est un peu lourd, qu'il est un peu en difficulté. Et ce sont ces personnels-là dont nous avons toujours besoin dans nos hôpitaux pour garder le patient au centre du dispositif. Et j'ajouterais, pas seulement le patient au centre du dispositif, mais aussi fluidifier le parcours patient. Ça, il y a le patient au centre et il y a la fluidification de son parcours, parce que les retards dans le monde cancérologique, c'est pratiquement toujours une perte de chance pour le patient. Alors, si on avait interviewé le professeur Kahn à l'époque où il était cancérologue, on était loin de ça quand même. Hein. On était loin de cela, mais si vous aviez interviewé le professeur Kahn
hier, et Oui. dans ce cadre-là, il vous aurait dit à peu près la même chose. Ah oui, c'est sûr. Et si vous l'interviewez aujourd'hui, il va reprendre cela. Il va naturellement insister sur le fait que pour ce qui est des soins, activités physiques adaptées, psycho-oncologie, j'ajoute tout de même la socio-esthétique qui est très important parce que quand on soigne une personne, on ne peut pas différencier l'apparence et l'être. Car lorsque on n'a pas réussi à gommer l'image de la mort sur l'aspect de la personne, elle n'est pas guérie. Et donc, dans pratiquement tous les centres, les 500-600 centres de la Ligue sur tout le territoire, nous dispensons gratuitement, pour 10 millions de soins supports à 40 000 personnes tous les ans, qui sont ces soins dont on a parlé, quelques autres également. L'activité physique adaptée, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que, évidemment, elle est très importante pour le moral, mais elle améliore l'efficacité du traitement et sans doute, et ça a été montré, il y a eu des études contrôlées, elle améliore le pronostic également. On parle souvent de perte de chance en cancer, en oncologie. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est exagéré dans le débat public? Est-ce que les questions d'accès au traitement aujourd'hui sont la source des pertes de chance? Est-ce que les inégalités de santé génèrent de la perte de chance? Le cancer génère des inégalités et quand le cancer survient sur des tissus qui sont déjà extrêmement difficiles, en difficulté socio-économique, il est tragique. Il y a toujours une paupérisation liée au cancer. Parce que malgré les aides sociales, évidemment, il y a une perte de revenus. D'autre part, avec l'accélération de la transition hôpital-ville, il y a un aidant qui souvent doit s'arrêter de travailler pour s'occuper de l'aider cancéreux. Et aujourd'hui, il n'est pas prévu d'aider cet aidant. La loi récemment votée dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale parle des aidants des personnes âgées et des personnes handicapées, pas du tout des malades atteints de cancer, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup à faire et nous, une des raisons d'être de la Ligue et une partie très importante de nos financements, c'est tout cet aspect, assurer justement la continuité. Si vous voulez me demander un bel exemple de ce que c'est que la prise en charge intégrée du cancer, c'est ce que fait la Ligue. D'accord, mais vous êtes en train de lutter, je sais que vous n'aimez pas ça, mais contre la médecine à deux vitesses, qui pourrait apparaître très vite en cancérologie. Elle existe tout d'abord parce que l'éducation à la santé est extrêmement différente suivant les milieux socio-économiques et suivant les milieux culturels. Il y a par ailleurs le problème des personnes émigrées, des différences du niveau de conscience de ce qui peut permettre d'éviter de tomber dans la maladie cancéreuse. Il y a l'éloignement géographique. Assez souvent, l'éloignement géographique d'une oncopole, d'un CHU est associé à une fragilité socio-économique. Il y a ces malades qui doivent faire 30, 40 km, plus quand ils viennent de Mayotte à La Réunion, de La Réunion en France pour arriver à se faire soigner. Il y a la misère psychologique de la personne qui va attendre seule dans sa chambre d'hôpital si on ne lui offre que cela, sa cure de chimiothérapie. C'est-à-dire que les éléments des inégalités, en fait, sont à tous les niveaux. Et ce qu'il faut absolument faire, c'est faire en sorte que ce succès quand même, c'est pas un succès total, on meurt encore hélas du cancer, mais aujourd'hui on en guérit presque 60%, demain on va en guérir plus des 2/3 et puis les 3/4, c'est absolument certain. Ne soit pas un succès qui est distribué de manière aussi, on va dire, inégalitaire. Le rôle de la digitalisation là-dedans, parce qu'on voit très bien que les smartphones deviennent un outil quasi quotidien de certains malades, y compris pour certains cancers. Est-ce que ça ne va pas accélérer? Est-ce que c'est déjà une réalité? Est-ce que ça va s'accélérer? Est-ce que ça va être source d'inégalités supplémentaires? Il y a deux niveaux. Il y a le niveau, on va dire, de la télémédecine. La télémédecine, la numérisation des données de santé, la transmission des données de santé qui ne demandent rien de l'ordre de l'intelligence artificielle. C'est de la vieille big data, plus la connexion, etc., etc. Ça, c'est très important, parce que notamment lorsqu'il y a cette distance territoriale, rien ne remplace naturellement la chaleur d'un contact humain, mais il n'empêche que transmettre des données, ça peut être tout à fait important. Et puis, il y a un niveau au-dessus, l'intégration des méthodes de l'intelligence artificielle, pratiquement à tous les niveaux du cancer. Évidemment, pour la lecture des images radiologiques,
de plus en plus pour la lecture des lames, le diagnostic quand on a fait la biopsie. Et aujourd'hui, les systèmes experts auront à avaler, à digérer les données de la génétique, les données des images, les données de l'anamnèse, etc., etc. Et ils seront un système expert dont l'intervention sera de plus en plus essentielle dans la prise de décision thérapeutique des cancers. Alors, je vous pose une question un peu provocative. Mais non. Vous êtes un homme très occupé, vous venez de le dire. Comment vous tenez au courant? Comment vous êtes dans le coup avec tout ça, tout ce qui arrive, les réseaux de données épidémiologiques? On voit que Google est en train d'essayer de prendre la part du lion, l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là. Comment vous faites pour... Je dors peu, je pense beaucoup. Ouais. Et vous êtes impressionné par le monde qui est en train de se mettre en place, ou vous le craignez? Non, mais il est impressionnant. Oui. Je veux dire, de toute façon, ça c'est un sujet sur lequel je donne beaucoup de conférences encore il y a peu de temps, en France et à l'étranger. La révolution de la société et de la médecine par l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est important? Oui, c'est la plus grande démodification de l'histoire de l'humanité depuis l'invention de l'écriture. Il n'y a aucun doute. C'est bouleversant, c'est décoiffant. Donc vous dormez peu parce que vous ne voulez absolument pas rater cette marche-là, quoi. Alors, je ne sais pas si, parce que je dors peu, je ne la rate pas, ou bien si je dors peu parce que je ne veux pas la rater. L'un ou l'autre. C'est une source de dépenses ou d'économie, à votre avis, tout ce progrès technologique? Globalement, rien n'est jamais une source d'économie. Et comment pensez-vous que les médecins traitants peuvent se tenir à jour s'ils ont besoin de plus de sommeil que vous, par exemple? Et donc, la Ligue participe à la formation des médecins? Non, ça, elle participe peu à l'information sur telle ou telle maladie, sur telle ou telle nouvelle méthode de diagnostic, par exemple. Elle essaye. Je vais vous donner. Vous m'avez pas interrogé là-dessus, c'est pas votre question, mais c'est ma réponse, comme dirait Georges Marchais. on voit, vous allez chercher vos sources. Allez-y, je vous écoute. Il y a des médecins aujourd'hui, figurez-vous, s'il y en a qui m'écoutent. Voilà, mes chers confrères, il y en a à qui des femmes demandent de faire vacciner leurs jeunes garçons contre le papillomavirus et qui refusent. Eh bien, ils ont tort. Voilà, aujourd'hui, il faut naturellement vacciner les filles et les garçons entre 11 ans et 14 ans contre le papillomavirus parce que c'est une maladie sexuellement transmissible qui donne des cancers d'organes qui sont impliqués dans des rapports sexuels, qu'ils soient homo ou hétérosexuels, évidemment le col de l'utérus, mais également la bouche, la gorge, mais également l'anus, et par conséquent, il faut les vacciner les uns et les autres, car quand on les vaccine, il n'y a pas d'infection durable par papillomavirus, et quand il n'y a pas d'infection durable par papillomavirus, il n'y a pas de cancer. Donc si vous refusez, je vais vous le dire franchement, vous n'êtes pas de bons médecins. Bon, c'est vrai que vous êtes parti sur... Je vous ai posé une question d'ordre général, vous êtes parti sur un exemple extrêmement important. Mais quand même, est-ce qu'on a les moyens de mener cette nouvelle politique? L'hôpital explose, je suppose que ça doit vous navrer. La médecine libérale se pose des questions existentielles. Surtout, elle n'existe plus. Oui, enfin, le gros problème... Ils vont être contents de vous entendre dire ça. Évidemment, mais ils le savent comme moi. Ouais. Je vais vous dire, Jean-François, on a vécu, vous et moi, certes, vous êtes un gamin, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais pas tellement quand même. Donc, on a vécu... Oui, maître. On a vécu, vous et moi, une histoire invraisemblable. On a vécu, moi je l'ai vécu, vous l'avez connu tout de même au début, l'instauration du numerus clausus. Ouais. Et donc, n'importe quelle modélisation extrêmement simple, il n'y avait pas besoin d'intelligence artificielle, arrivait à prévoir ce que serait le flux des médecins, la situation 20 ou 30 ans après, compte tenu de probablement l'évolution de la demande. Et donc, ce qui se passe à l'heure actuelle, avec une totale implosion de la médecine de ville, avec en plus l'évolution de la demande, des aspirations des femmes et des hommes qui sont médecins, était totalement prévisible. Et aujourd'hui, on aboutit à quelque chose qui, honnêtement, ne peut pas durer. Pratiquement 65% des soins de première urgence se font à l'hôpital. L'hôpital n'a jamais été conçu comme cela. C'est pas possible. Et il faut certainement mettre des milliards dans l'hôpital. Mais une fois qu'on aura mis des milliards dans l'hôpital, si en même temps on ne restaure pas le tissu de la médecine de ville, ça sera un puits sans fond. Sans fond. Alors justement, on va revenir au cancer, parce que c'est vrai qu'avec vous, c'est passionnant, on pourrait vous écouter des heures. Dans le patron du jeu, comme la Ligue aimerait que ça le soit, c'est l'oncologue, qui reste toujours aussi puissant, c'est le MG, qui doit avoir son rôle renforcé, ou c'est le patient qui doit affirmer le fait qu'il aimerait bien être aussi le patron? La démocratie en santé fait que le patient, je ne vais pas dire qu'il est au centre du jeu, parce que tout le monde dit ça, ça donne une banalité tout à fait affligeante. Mais le patient doit toujours
indiquer ce qu'il voudrait, ce qu'il considère, ce qu'il analyse, ce qu'il a ressenti, ce qui lui a manqué. Et fondamentalement, vous savez, dans la médecine, entre des patients qui ont cette situation, qui sont incertains, et des médecins, les patients ont des droits, les soignants, les médecins ont des devoirs. Il n'y a pas de symétrie. Ceux qui ont des droits, auxquels on doit s'adapter, ce sont les patients. Il faut bien, ça c'est un élément éthique essentiel. Il faut bien se rendre compte de cela. Et les patients partenaires ou les patients experts, vous en pensez quoi? Ben nous, on associe et l'on a instauré des exemples de patients experts dans nos ligues. On en a beaucoup, on doit avoir 200, 300 patients experts. Il y a deux types de patients experts. Il y a le patient expert témoin qui participe à l'enseignement des professions de santé. Ça, c'est très important. Je veux dire, un jeune interne qui entend des personnes qui ont connu ces épreuves de soins, qui sont passées par là, qu'est-ce qu'il apprend lorsque le patient lui indique justement ce que je vous disais, son ressenti. Et puis il y a le patient expert parcours, c'est-à-dire qui aide les personnes, qui en est sorti, et qui aide les personnes à cheminer dans ce difficile parcours de soins. C'est une très 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 belle expérience, et la Ligue l'a prise à bras-le-corps. Oui, Les professionnels de santé, dans ce cadre-là, faudrait-il pas revoir de fond en comble la formation? Ah ben c'est parce que ça c'est l'intelligence artificielle. On est en train de former, on est en train de former des médecins à un exercice qu'ils n'auront pas demain. Demain, l'essentiel des actes de diagnostic, technique, de proposition d'une thérapeutique seront directement dirigés par des systèmes experts dotés de l'intelligence artificielle apprenante, le deep learning. Personne réellement n'en doute. De plus en plus, les actes chirurgicaux seront autonomes. Aujourd'hui, personne ne peut remplacer une machine dermato, personne ne peut remplacer une machine anapathe, personne ne peut remplacer une machine lectrice d'imagerie, etc. D'autant plus qu'elle apprend de ses erreurs et de ses hésitations aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas hier. Et donc, le médecin voit, d'une certaine manière, c'est formidable, voit se dégager la route devant lui pour réinvestir le champ de l'humanité, le champ de la relation humaine. Et les études de médecine demain devront reposer sur 3 socles de savoir. Le premier restera la médecine et l'anatomie, la physiologie, la pathologie, car, comme dirait l'autre, il faut connaître le schmilblick quand même. Les fondamentaux. Voilà. Deuxièmement, connaître la logique de l'intelligence artificielle, savoir ce que c'est, n'être pas totalement désarmé, pieds et mains liés face à ces systèmes totalement prodigieux. Et le troisième, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce réinvestissement massif du champ relationnel, du champ que les médecins nous reprochaient d'avoir abandonné, et on se défaussait en disant mais on a tellement de tâches techniques, on n'aura pas tant de tâches techniques, ce sont les machines qui vont s'en occuper. Alors maintenant on va avec le sourire, les yeux brillants, la main tendue vers nos personnes malades, vers nos patients. Dans combien de temps on voit ça, à votre avis? De toute façon, il faudrait commencer à modifier les études médicales le plus rapidement possible. Le plus rapidement, le plus tôt, ça sera le mieux. Vous pourriez être un formidable animateur d'émissions de radio. C'est dommage que vous ne vouliez pas faire ce métier, mais vous en faites des tellement plus prestigieux parce que vous avez fait les conclusions au moment où j'allais vous les demander. Donc, ce qui prouve que vous avez aussi l'instinct du chronomètre. Je rajouterais à ça, vous êtes un homme très consulté. On voit ça à chaque fois qu'on parle d'éthique. Est-ce que le fait d'être à la Ligue contre le cancer vous donne plus de puissance ou vous donne plus de contraintes par rapport aux gens qui vous consultent, et est-ce qu'ils vous le consultent? Plus de contraintes d'une certaine manière, parce que la parole du président de cette association est très scrutée. Très scrutée. Oui. Je veux dire, on est ce bateau amiral non gouvernemental de la lutte contre le cancer. Le deuxième point, c'est qu'on est aussi un peu jalousé, et le troisième point qui est tout à fait important, c'est que nous sommes totalement indépendants de tout lobby. Nous,
honnêtement, j'ai travaillé en collaboration avec l'industrie pharmaceutique. Je n'ai rien contre l'industrie pharmaceutique, mais on n'a pas de lien avec l'industrie pharmaceutique parce qu'il y aurait un conflit d'intérêts. On le voit bien. On n'a évidemment aucun lien avec ceux qui ont une industrie provoquant le cancer. On n'a aucun lien direct avec le gouvernement. Quand Madame la ministre n'est pas d'accord avec Axel Kahn, elle a raison de le dire. Oui. Mais Axel Kahn peut dire, écoutez, je crois, Madame la ministre, que vous n'avez pas eu raison dans cette affaire-là, avec beaucoup de respect, il n'y a strictement aucun problème. C'est-à-dire que notre indépendance est extrêmement exigeante, parce que si on prétend être indépendant et qu'on dit des sottises, Oui. évidemment, personne ne nous pardonnera. Personne ne nous pardonnera. Alors justement, une dernière question. Vous n'êtes pas un homme d'argent, sinon vous seriez dans un douillet. Le bénévolat est total. Dans un douillet. Et on est austère à la Ligue. Voilà, vous pourriez être dans Une un grande austérité. douillet conseil d'administration, mais la Ligue a besoin de moyens financiers extrêmement importants. C'est aussi votre boulot. Mon boulot, c'est ça. C'est que moi, je suis austère, mais la Ligue, si elle veut contribuer à financer les recherches contre le cancer, si elle veut surtout aider à ce que l'on évite les cancers évitables, que l'on mène les plaidoyers qui sont importants. Si on peut, elle veut que l'on continue à tendre la main à toutes les personnes qui cheminent dans ce très difficile parcours de soins, eh bien, évidemment, ça n'est pas totalement gratuit. Il faut que nous ayons les moyens, et les moyens, c'est uniquement les donateurs, c'est uniquement la générosité publique. Concrètement, c'est ça. C'est que ça. Bon, bah écoutez, une idée du budget de la Ligue annuelle ? Oui, 108 millions d'euros. Milliards. Non, pas milliards. Ah, millions. Ah oui, non, excusez-moi. J'ai rêvé. Milliards, comme vous y allez. J'ai rêvé un instant pour vous. Bon, écoutez, on va se quitter. Je suppose que, comme d'habitude, vous êtes frustré que l'on quitte aussi vite le professeur Kahn. Alors, n'oubliez pas que dans une semaine, le professeur Kahn sera dans ce studio, l'invité de notre autre émission, les jeudis des professions de santé. Ça permettra de préciser la nouvelle approche du cancer sous l'angle de la collaboration entre toutes les professions de santé. Et cette émission qui était un vrai succès d'audience. Ça nous permettra de rendre hommage, Axel, à tous ceux qui œuvrent au quotidien pour venir à bout de cette terrible maladie. Donc les JPS la semaine prochaine. Je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la Formation pour vos commentaires et suggestions et vos questions, jdflemoine@gmail.com. Pour voir nos émissions ou faire profiter des collègues ou des amis, il suffit d'aller sur le site fréquencemédicale.com. Toutes nos émissions, pas celles que des JDF, sont là. Alors, merci encore, Axel Kahn. C'est toujours un tel bonheur de vous avoir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, on se retrouve encore avec vous la semaine prochaine. Bonne fin de soirée à tous. En attendant de vous retrouver, portez-vous bien.